Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer le thème de la réduction des endomorphismes et des matrices carrées. C'est quoi alors réduire ou simplifier l'étude d'un endomorphisme? Pourquoi et comment le faire? D'abord, une brève introduction. Dans tout sous-chapitre, K désigne le corps du nombre réel R ou celui des nombres complexes C. Étant donné E un K-espace vectoriel de dimension finie n, bêta une base de E et U un endomorphisme de E. Pour tout x, élément de E, x s'écrit d'une manière unique, la somme des xk fois ek. Xk sont les composantes de x dans la base bêta. Par linéarité de l'application U, de l'endomorphisme U, U de x est égal à la somme des xk U de ek. À partir de cette expression, on déduit qu'une application linéaire est caractérisée par les images de la base. C'est-à-dire, on sait les images de la base, on déduit les images des autres éléments. Les images de la base sont présentées sous forme d'une matrice. C'est la matrice de U dans la base bêta. La première colonne, c'est l'image du premier vecteur de la base. U de E1 égale A11 fois E1 plus jusqu'à AN1 fois EN. De même pour U de EN. En général, U de EJ, c'est A1J fois E1 plus, en passant par AIJ fois EI, jusqu'à ANJ fois EN. U de EJ, il est quelque part ici, A1J fois E1 plus AIJ fois EI jusqu'à ANJ fois EN. Maintenant, si on note grand X, les composantes du vecteur petit x dans la base bêta, et grand Y, celle de petit y dans la base bêta, alors A fois X n'est que les composantes de l'image de X dans la base bêta. Par suite, U de X égale Y est équivalente à AX égale grand Y. Alors, cette écriture dans E est équivalente à celle-là dans Kn. Alors, à partir de cette équivalence, l'étude de l'endomorphisme U se ramène à celle de la matrice A. Nous avons dit que A représente l'endomorphisme U dans la base bêta. Mais en changeant la base, bien sûr, on obtiendra une autre matrice B. Par suite, l'endomorphisme U se représente par plusieurs matrices. Il suffit de changer la base. Il est alors logique et pratique de penser à une base Y dans laquelle la matrice de U est simple à étudier. Réduire un endomorphisme U
d'un espace de dimension finie, c'est trouver une base dans laquelle la matrice de U a une forme particulière, facilement manipulable, diagonale, c'est le meilleur des cas, sinon triangulaire ou diagonale par bloc. Pour ce faire, deux questions fondamentales se posent. La première, existe-t-il une matrice, existe-t-elle une base Y dans laquelle la matrice de U est diagonale? Voilà la première question. La deuxième question, si une telle matrice, si une telle base existe, comment la déterminer? Pour répondre à ces deux questions, on aura besoin des notions fondamentales suivantes. Polynôme d'endomorphisme, stabilité et éléments propres. Maintenant, on va entamer le premier paragraphe de ce chapitre de la réduction des endomorphismes. C'est polynôme d'un endomorphisme et polynôme d'une matrice carrée. Soit E un K-espace vectoriel de dimension quelconque et P un polynôme de K de X. On sait qu'un polynôme s'applique à un scalaire, soit un nombre réel ou un nombre complexe, pour qu'il donne un scalaire. De même, un polynôme appliqué à un endomorphisme est un endomorphisme. Un polynôme appliqué à une matrice est une matrice. J'attire votre attention ici que pour parler d'un polynôme, on a besoin de trois lois. La première loi, c'est la somme. La deuxième loi, c'est la multiplication par un scalaire. Puis, la troisième loi, c'est un produit interne, x fois x fois x. Par exemple, on ne peut pas appliquer un polynôme à un vecteur de R3 ou bien un vecteur de R carré, parce que dans R carré, je peux sommer les vecteurs. Je peux multiplier un scalaire par un vecteur de R carré. Mais dans R carré, je ne peux pas faire un produit entre les vecteurs de R carré et qui donne un vecteur de R carré. Par suite, appliquer un polynôme à un vecteur de R carré n'a pas de sens. Tout ce qu'on a dit se résume dans la phrase suivante. Un polynôme s'applique à un élément d'une algèbre. Algèbre pour dire qu'on a trois lois. La première loi, c'est la somme des éléments de l'algèbre. La deuxième loi, c'est la multiplication d'un élément de l'algèbre par un scalaire, réel ou complexe. Et la troisième loi, c'est un produit interne entre les éléments de l'algèbre. Dans notre cas, on va travailler sur deux algèbres. La première algèbre, c'est l'algèbre des endomorphismes. On peut sommer deux endomorphismes. On peut multiplier un endomorphisme par un scalaire. Et la troisième loi,
on peut composer les endomorphismes. La deuxième algèbre, c'est l'algèbre des matrices. On peut sommer les matrices, on peut multiplier une matrice par un scalaire et on peut faire le produit matriciel. Alors, c'est quoi polynôme d'un endomorphisme? Soit U un endomorphisme de E. On sait que grand X à la puissance 0 égale à 1. 1, c'est l'élément neutre du produit usuel dans R, ou bien dans C aussi. Par analogie, U à la puissance 0 égale identité de E. Identité, c'est l'élément neutre de la composition, la troisième loi. Et on note U à la puissance K, c'est U rond U, K fois. Comme X à la puissance K égale X fois X fois X, K fois. Par suite, P de U égale A0, identité plus A1U plus jusqu'à AR fois U à la puissance R. P de U est un endomorphisme de E, parce que, vous voyez là, c'est une combinaison linéaire et composition des endomorphismes. Donc, P de U est un endomorphisme de E, dit polynôme en U. J'attire votre attention. Erreur à éviter, c'est une erreur fréquente lorsqu'on écrit P de U égale A0 plus A1U, ainsi de suite. On oublie ici l'identité. Ça, c'est une écriture qui n'a pas de sens, parce que là, c'est un scalaire, et là, c'est un endomorphisme. Parce que lorsqu'on remplace grand X par U, là, il y a A0, il y a le 1 ici. Le 1, il faut le remplacer par l'identité. Une traduction matricielle de cette définition, de même, soit A une matrice carrée. Alors, de même, A à la puissance 0 égale IN. IN, c'est l'élément neutre du produit matriciel dans Mn de K. Et A à la puissance K égale A fois A, K fois. On définit alors P de A, A0 IN, de la même manière A1 fois A plus jusqu'à AR fois A à la puissance R. P de A est une matrice de Mn de K parce que c'est une combinaison linéaire des matrices et produits matriciels. Donc P de A est une matrice de Mn de K dite polynôme en A. Un premier exemple pour voir comment mobiliser cette notion de polynôme d'endomorphisme. Dans cet exemple, E désigne l'espace des fonctions de classe C infini de R vers R. Et U, l'endomorphisme de dérivation défini sur E par U de F égale F'. La première question, déterminer U à la puissance K appliquée à F. D'abord, pour voir comment ça marche, on commence par U à la puissance 2. On a U au carré appliqué à F égale à U rond U appliqué à F. U de F, c'est F'. Et U appliqué à F', c'est F seconde. Parce que U appliqué à une fonction, ça revient à dériver cette fonction. Alors, U carré appliqué à F, c'est F seconde.
D'où l'idée de montrer par récurrence sur K que U à la puissance K appliquée à F égale la dérivée km de F, quel que soit K appartenant à N. Pour K égale 0, U à la puissance 0, c'est l'identité. Donc, U à la puissance 0 appliquée à F, c'est l'identité appliquée à F qui est égale F, qu'on peut écrire la dérivée 0 de F. Supposons que la propriété est vraie pour K et montrons-la pour K plus 1. En effet, U à la puissance K plus 1 appliqué à F, on écrit U à la puissance K plus 1, U rond U à la puissance K. U à la puissance K appliqué à F, d'après l'hypothèse de récurrence, égale la dérivée km de F. Et U appliqué à la dérivée km de F, ça revient à dériver une autre fois la dérivée km qui donne la dérivée d'ordre K plus 1 appliquée à F. Donc le résultat est vrai pour K plus 1, par suite U à la puissance K appliquée à F, c'est la dérivée km de F, quel que soit K appartenant à N. Pour la deuxième question, soit P de x égale x carré moins 3x plus 2. Déterminer le noyau de P de U. P de U est un endomorphisme qui est polynôme en U. On a P de U égale U carré moins 3U plus 2 identités. À remarquer, x carré c'est U carré, x c'est U, puis il y a 2 fois 1, 2 devient 2 fois identité. Donc, P de U appliqué à F, c'est U carré de F, c'est F seconde. U appliqué à F, c'est F prime. Et identité appliquée à F, c'est F. Par suite, P de U appliqué à F, c'est F seconde moins 3F prime plus 2 fois F. Alors, F appartient à ker de P de U si seulement si P de U de F égale 0, c'est-à-dire si seulement si F seconde moins 3F prime plus 2F égale 0. Et là, on est devant une équation différentielle de second ordre à coefficient constant. Les solutions de cette équation différentielle se reposent sur son équation caractéristique r carré moins 3r plus 2 égale 0. Et vous savez, les solutions de cette équation caractéristique, c'est R1 égale 1 et R2 égale 2. Par suite, F, les solutions de l'équation différentielle sont de la forme f de t a exponentielle R1 fois t, ça veut dire a exponentielle t, plus b R2 fois t, ça veut dire b exponentielle de t. On pose ça f1 de t et là f2 de t. Alors, f de t est combinaison linéaire de f1 et f2. Par suite, ker de p de u égale vect f1, f2. C'est-à-dire que la famille f1, f2 est une famille génératrice du noyau de P de U. D'autre part, on sait que f1, f2 est libre. Alors, c'est une base
de Kerr de P de U. Ce résultat-là, F1, F2 est libre et il résulte d'un exercice classique de l'algèbre linéaire. C'est le suivant. En général, vous avez lambda 1 jusqu'à lambda m des scalaires 2 à 2 distants et on pose fk de t égale exponentielle lambda kt. Alors la famille F1 jusqu'à Fn est une famille libre. Maintenant, le deuxième exemple, c'est un endomorphisme qui est défini sur l'ensemble des endomorphismes. On va voir, soit phi un endomorphisme de E et P un polynôme. On considère L phi défini de LE vers LE. Défini par L phi appliqué à un endomorphisme de U égale phi rang U. Ça veut dire L phi appliqué à U revient à composer à gauche par phi, left. De même, on peut définir un autre endomorphisme R indice phi de U égale U rang F. C'est la même chose. Alors, montrons que P appliqué à L phi égale L appliqué à P de phi, c'est-à-dire P appliqué à L phi revient à composer à gauche par P de phi. En effet, soit P de x égale la somme des AK xk. Alors, P appliqué à L phi, c'est la somme des AK fois L indice phi à la puissance k. On applique U. U, c'est un endomorphisme de E. Alors, P L phi appliqué à U égale la somme des AK L phi à la puissance k appliqué à U. Alors, tout revient à déterminer L indice phi à la puissance k appliqué à U. On sait que L phi appliqué à U revient à composer une seule fois par phi à gauche. Donc, si vous faites L carré, revient à composer par phi deux fois à gauche. Par suite, L indice phi à la puissance k appliquée à U, c'est composé par phi à la puissance k à gauche. On revient ici pour remplacer L phi à la puissance k par sa valeur, ça donne P L phi appliqué à U, c'est la somme des AK fois phi à la puissance k rang U. Mais vous voyez que le U ne dépend pas de k. Donc on va factoriser à droite par U et on obtient la somme des AK fois phi à la puissance k. Et ça n'est que P appliqué à phi. Rang U, exactement, c'est L indice P de phi rang U, parce qu'on a composé à gauche par P de phi. Par suite, P de L phi appliqué à U égale L indice P de phi appliqué à U, quel que soit U appartenant à L de E. D'où P L indice phi égale L indice P de phi. Dans cet exercice, on va voir comment calculer les puissances de quelques matrices particulières. Soit J, la matrice dont tous les coefficients valent 1, et A, la matrice
dont les éléments diagonaux valent 1 et ailleurs c'est B. La première question, exprimer A comme un polynôme en J. Alors, on décompose A comme somme de deux matrices. La première, c'est la matrice dont la diagonale c'est A et ailleurs c'est 0. Et la deuxième, c'est sa diagonale est nulle et ailleurs c'est B. Si vous sommez ces deux matrices, on obtient bien sûr la matrice A. Là, on va factoriser par A, ça donne A fois IN. Et si on factorise l'A par B, ça donne 0 dans la diagonale et 1 ailleurs. C'est-à-dire, c'est J moins IN. Donc, A égale AIN plus B en facteur de J moins IN. Après, on va factoriser par IN. BIN, AIN, c'est A moins BIN plus BJ. On pose P de X, c'est A moins B plus B fois X. Par suite, A égale P, le polynôme P appliqué à J. Donc A est un polynôme en J. La deuxième question, calculer G à la puissance K appartenant à N. D'abord, on commence par G à la puissance 2. On a J à la puissance 2, c'est J fois J. Alors, si on fait J fois J, le premier coefficient A1, c'est la première ligne fois la première colonne. La première ligne que des 1, la première colonne que des 1, donc vous aurez la somme des 1 n fois. Alors, qui donne n pour le coefficient A1. De même pour les autres coefficients, vous allez factoriser par n et on obtient G carré égale n fois J. Alors, remarquez là, G au carré, c'est n à la puissance 2 moins 1 fois J. Donc, on va montrer par récurrence sur K appartenant à une étoile que J à la puissance K, c'est n à la puissance K moins 1 fois J. Quel que soit K appartenant à une étoile. Donc, on va commencer pour K égale 1. On peut écrire J à la puissance 1, c'est n à la puissance 1 moins 1. Ça veut dire n à la puissance 0, c'est 1. Donc, il est vrai pour K égale 1. Supposons la propriété est vraie pour K et montrons-la pour K plus 1. On écrit G à la puissance K plus 1, c'est J à la puissance K fois J. D'après l'hypothèse de récurrence, J à la puissance K, c'est n à la puissance K moins 1 fois J. Et là, c'est J carré, n à la puissance K moins 1 fois J carré, qui donne n à la puissance K fois J parce que J carré égale NJ. Alors, notez bien que G à la puissance 0 égale IN, c'est-à-dire cette formule n'est pas vraie pour K égale 0. On passe à la troisième question, déduire A à la puissance N. Alors, on va remplacer A par sa formule, ça veut dire en fonction de J, A puissance N égale A moins B fois IN plus BJ, le tout à la puissance N. Là, on va appliquer la formule du binôme de Newton, parce que les deux matrices A moins BIN et B fois J commutent, parce que l'identité commute
avec toutes les matrices. Par suite, A puissance n égale la somme de k égale 0 jusqu'à n, CKN, c'est combinaison de k parmi n, fois BJ le tout à la puissance k, fois celle-là, A moins BIN à la puissance n moins k. Donc vous aurez là IN le tout à la puissance n moins k, mais IN le tout à la puissance n moins k, si IN fois G à la puissance k donne G à la puissance k. Maintenant, on va remplacer J à la puissance k par sa valeur. Mais attention, J à la puissance k égale n à la puissance k moins 1 fois J lorsque k est différent de 0. Ce qui nous oblige de faire sortir le k de 0. Donc, pour k égale 0, c'est C0n, c'est 1, ça à la puissance 0 si n, et a moins b à la puissance n fois n. C'est le cas de 0, plus la somme de k égale à 1 jusqu'à n, fois ckn, b à la puissance k, a moins b à la puissance n moins k, et on a remplacé g à la puissance k par sa valeur. On a le droit parce que k est différent de 0. Et là, vous voyez, j ne dépend pas de k. On va factoriser par j. Et là, vous avez n à la puissance moins 1. On va factoriser par 1 sur n. Après, vous avez n à la puissance k, b à la puissance k, ça donne nb le tout à la puissance k. Par suite, on va essayer de compléter la formule de Newton, la formule du binôme de Newton. Il me manque k égale 0. Donc, on va ajouter le k de 0, puis on va le retrancher. Le k de 0, ça veut dire que vous avez ajouté C0n, c'est 1, ça c'est 1, c'est 1 moins b à la puissance n. Alors, cette expression est égale 1 sur n. Vous voyez le j ici, on l'a fait passer de l'autre côté pour avoir un scalaire fois une matrice. Donc, cette expression égale la somme de k égale 0 jusqu'à n, cette formule-là, moins 1 moins b le tout à la puissance n. Et là, on va appliquer la formule du binôme de Newton qui donne a plus n moins 1 b le tout à la puissance n, parce que vous avez nb plus a moins b le tout à la puissance n. D'où a à la puissance n égale a moins b le tout à la puissance n fois n plus 1 sur n fois cette expression fois j. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine séance.